Un jour, j'ai entendu la phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets des dieux et de l'univers ». Alors sur le coup, je n'ai pas vraiment percuté puisque j'étais très très jeune quand j'ai entendu cette phrase. Si mes souvenirs sont bons, c'était alors que j'étais en 4e ou en 3e en cours de grec. Et plus tard, je suis de nouveau retombé sur cette phrase qui m'a interpellé. Parce que je me suis dit tout simplement que si on parle de secrets des dieux et de l'univers, cela veut dire qu'il y a des secrets. Et je me suis donc immédiatement posé différentes questions. Je me suis dit, quel secret peut-il y avoir? D'abord, quels sont ces secrets? Et deuxièmement, si secret il y a, et que certaines personnes les connaissent, pourquoi pas moi? Et donc je me suis mis en quête de rechercher les personnes qui pouvaient connaître ces soi-disant secrets. Alors de quel secret pouvait-il s'agir? Secret de la vie? Secret de la mort? C'est vrai que le sujet est vaste finalement. Donc j'ai mis quand même du temps avant de trouver où taper, puisque la question évidemment c'est de se dire mais à quelle porte taper? Si il y a des personnes qui savent certaines choses qu'ils gardent secrètement, au départ ce sont des gens comme moi qui se sont posé des questions et puis qui ont trouvé où poser des questions pour qu'éventuellement on leur réponde, pour que les réponses puissent perdurer et qu'elles ne se perdent pas. Donc j'ai cherché, je suis allé taper un petit peu partout, je dirais, à commencer par le Dalai Lama que j'ai rencontré en personne, son précepteur. Ça m'a été d'une très grande aide, je dois dire, car ce sont des personnes que je considère vraiment comme hautement évoluées et hautement initiées parmi les personnes évoluées et initiées dans le monde. Mais ils partent du principe que si je suis venu au monde dans un certain contexte, c'est-à-dire un monde occidental en France, eh bien c'est que c'était là que se trouvait mon évolution et que c'était là que j'avais à chercher à répondre aux questions qui étaient les miennes. Et je les ai écoutées. Je n'ai pas cherché ailleurs, ce qui n'était pas évident pour moi au départ d'ailleurs. Au départ, je me disais que si réponse il devait y avoir, ce qui n'était pas certain non plus, eh bien cela pouvait se trouver n'importe où sur la planète. Cela pouvait se trouver au Tibet, aussi bien que chez les Amérindiens, les aborigènes d'Australie. Pour moi, les réponses pouvaient se trouver n'importe où, encore une fois, si réponse il y avait. Car je n'avais même pas vraiment de questions définies. Mais pour moi, il y avait des questions existentielles vitales qui se posaient. Et donc, il y avait peut-être des réponses. Et la piste précieuse qui m'a été donnée, c'était de ne pas chercher ailleurs ce qu'il y a à trouver là où l'on se trouve. Cela revient finalement au message de l'alchimiste de Coelho. Rien ne sert de chercher ailleurs ce qui se trouve sous nos pieds. Et donc j'ai malgré tout fait le tour des différentes cultures avec lesquelles j'ai pu me trouver en contact. Il y a eu à une certaine époque les chamans amérindiens, et puis ensuite toutes les sociétés initiatiques, parfois réellement initiatiques, parfois pseudo-initiatiques, les clubs, que ce soit des clubs, associations, sociétés philosophiques, rosicruciennes, martinisme, franc-maçonne, templière, peu importe. Ce qui comptait pour moi, c'était d'extraire la substantifique moelle des messages qui pouvaient me rapprocher des réponses aux questions existentielles vitales qui se posent dans notre monde, dans cette vie. C'est comme cela que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai cherché à comprendre qui étaient les personnes qui nous ont précédés forcément. Je me suis dit que s'il y avait actuellement des réponses accessibles, eh bien elles avaient été véhiculées par des sociétés plus ou moins cachées, secrètes ou parfois pas, mais dans tous les cas dont il y avait forcément des traces. Et c'est ainsi que j'ai donc étudié les différentes civilisations qui nous ont précédés avant notre Moyen-Âge, c'est-à-dire dans l'ordre la Rome antique, la Grèce antique, qui se sont fait le réceptacle des grandes civilisations qui les ont précédées, que furent d'un côté l'Égypte antique depuis
l'époque pré-dynastique, 4500 ans environ avant notre ère, c'est-à-dire il y a 6500 ans, et parallèlement à cela, toutes les civilisations sumériennes, en passant par les Sumériens à proprement parler, les Babyloniens, les Akkadiens, oui, les Assyro-Babyloniens, pour terminer par les Perses. Mais avant cela, encore à l'origine, forcément je suis tombé sur une civilisation extrêmement intéressante, contemporaine je dirais à la fameuse civilisation de l'Atlantide, la civilisation que l'on trouve dans le sud de la Turquie, avec les fameux temples de Göbekli Tepe. Ce qui veut dire en turc la colline du ventre, mais en turc ancien, il y a le symbolisme du nombril, ce qui est plus précis que le ventre, et ce qui veut dire que Göbekli Tepe, en réalité, serait la colline du nombril du monde. Et donc on trouve de véritables constructions, de véritables temples de cette civilisation-là, qui sont datés d'environ 10 500 à 12 000 ans, c'est-à-dire 6 000 ans avant la construction des grandes pyramides de Gizeh. On peut donc se dire qu'en 6 000 ans, cette civilisation s'est énormément développée. Mais on en a très peu d'autres traces que ces fameux temples du sud-est de la Turquie à Göbekli Tepe. Donc, voilà quel fut mon cheminement. J'ai approfondi les différentes civilisations qui ont véhiculé des connaissances qui nous sont parvenues. Et j'ai bien compris une chose, c'est que ce qui nous parvient du fond des âges. Alors, lorsque l'on voit par exemple différentes sociétés chevaleresques, on pense bien entendu aux Templiers, aux Hospitaliers, aux Chevaliers Teutoniques, etc., qui datent de notre Moyen-Âge. Donc, puisque les Templiers se sont organisés, se sont structurés aux alentours de 1099 environ, puis après, pendant 2-3 siècles, en cherchant bien, on se rend compte qu'il y avait déjà des ordres chevaleresques qui avaient existé et qui avaient transmis des savoir-faire. Alors c'est cela peut-être parfois que l'on pouvait appeler des mystères, des savoir-faire concernant les constructions, concernant l'art de la guerre, concernant l'art de se comporter en groupe pour être plus solide. Il y a différents types de mystères qui pouvaient être véhiculés. Et avant ces chevaliers-là, il y avait eu d'autres ordres, tels que par exemple les chevaliers de Constantinople, quasiment 1000 ans avant, aux alentours du 2e siècle de notre ère. Et avant cela encore, 5 siècles avant, c'est-à-dire aux alentours de l'an 300 avant notre ère, à l'époque de Cyrus, un ordre de chevaliers avait été créé par Cyrus, le Perse. C'est donc ici ce dont nous avons des traces. Et dans tous les cas, il y a eu différents ordres, que ce soit des ordres militaires, religieux, civils, philosophiques, qui, de par le monde, ont existé et ont transmis des secrets divers et variés. Comme je le disais, j'ai tapé à peu près toutes les portes qui pouvaient exister, et je dois dire que j'ai toujours été très bien accueilli. Donc ça, c'est une chose à souligner. Je n'ai jamais été refoulé, au contraire. Il y a certaines choses qui m'ont plu, certaines choses étaient très agréables, je dirais socialement. Il y a des clubs relativement british, je dirais, où l'on apprend un certain savoir-faire social, comme le Rotary Club, le Lions Club, le Kiwani, l'Ambassador Club, etc. Il y a différentes branches de la franc-maçonnerie, également anglo-saxonnes, qui ne s'en tiennent pas à la notion de club, mais qui n'en sont pas moins des associations anglo-saxonnes très intéressantes, très agréables, où l'on y côtoie des gens très très bien, qui apporteront un certain savoir-faire, un certain type de connaissances qui se transmettent par initiation. Et parallèlement à cela, il y a une foule de voies, de possibilités. Pour un petit peu les brosser en vrac, il y a les Rosicruciens qui sont extrêmement intéressants quant aux connaissances théoriques, universitaires que l'on acquiert. Au-delà de cela,
Par la suite, il y a évidemment les voies martinistes, les élus Cohen, et tout un tas de branches qui transmettent des connaissances, des savoir-faire, des choses qui peuvent s'apparenter malgré tout à des mystères, à des secrets. Mais par secret, il faut comprendre qu'il s'agit bien souvent de la compréhension de la vie, grâce à des outils qui nous sont transmis. Et pour cela, les voies égyptiennes sont pour moi ce qu'il y a de plus approfondi, de plus pointu, de plus fouillé, puisque la civilisation égyptienne est une civilisation dans l'Antiquité d'alchimistes, de mages, de personnes qui ont approfondi plus que quiconque au monde la notion d'au-delà, la notion éventuellement d'autres vies sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, à leur époque, ce qui est extrêmement mystérieux, bien entendu, vu les moyens technologiques que nous leur prêtons. J'ai donc fait le tour de ces différentes associations, dirions-nous à notre époque, sociétés à mystère, telle était l'appellation dans la Grèce antique ou dans la Rome antique, peu importe le nom qu'on leur donne. Ce sont des regroupements d'hommes, de femmes parfois, qui transmettent et permettent tout simplement d'évoluer. Le principal moyen d'action, je dirais, pour évoluer, réside dans les outils qui sont mis à la disposition des personnes qui recherchent, que l'on appelle les cherchants, afin d'élever notre conscience et, en s'élevant, à percevoir des choses que nous ne voyons pas dans le trou où nous nous trouvons. Là est le secret, en quelque sorte. Là où nous nous trouvons, dans le trou dans lequel nous nous trouvons, nous n'avons pas la possibilité de voir loin, car notre vue est bouchée par tous les impératifs de la vie, tous les impératifs de la basse vie matérielle. Dès l'instant où l'on s'élève au-dessus de ces impératifs-là, eh bien on se met à avoir une ligne d'horizon qui s'éloigne et on voit toujours plus loin. C'est ça qui est étonnant. Les outils qui sont transmis sont en quelque sorte des moyens de prendre conscience de ce que nous sommes en tout premier lieu, c'est-à-dire notre nature, et ce qu'est la vie. Et cela revient donc à cette fameuse maxime. Gnotis et auton, connais-toi toi-même, et tu connaîtras le secret des dieux et de l'univers. Cela reviendrait-il à dire que les dieux, comme on les appelait dans la Grèce antique, dans la Rome antique et dans bien d'autres civilisations, auraient des secrets à nous dévoiler? Et que ces secrets, nous pouvons les percer si nous nous élevons? Que ce soit vrai ou pas, dans tous les cas, c'est le message qui nous est délivré, qui nous est transmis. Libre à chacun d'y croire ou de ne pas y croire, d'utiliser ce message ou de ne pas l'utiliser. Mais le message est là. Ce message, connais-toi toi-même, première étape, et tu connaîtras le secret des dieux, deuxième étape, et de l'univers, dernière étape. Alors cette étape-là pose réellement problème, parce que se connaître soi-même, c'est déjà quelque chose de très compliqué qui demande du temps. Connaître les secrets des dieux, cela veut dire qu'ils existent. Les secrets des dieux, cela peut être symbolique, peut-être pas. Qui seraient-ils, ces fameux dieux de l'Olympe, par exemple, si l'on se réfère à la cosmogonie grecque, qui n'est que la suite des cosmogonies précédentes. Mais les secrets de l'univers, cela pose vraiment des questions. Cela voudrait dire qu'il y a des explications à l'univers, tout simplement, que nous pouvons peut-être trouver, et qui sont finalement peut-être pas si compliquées que ça. C'est là que je me dis qu'il y a peut-être intérêt à chercher à s'élever, c'est-à-dire à se détacher des contingences bassement matérielles qui obstruent notre vision du monde et peut-être de l'univers. Car au bout du compte, ces voiles, puisqu'il s'agit de voiles en réalité, qui obstruent, qui obscurcissent notre vision, notre compréhension, puisque lorsque l'on parle de vision, on ne parle pas forcément de la vision avec les yeux uniquement. Peut-être parle-t-on également de la vision avec l'esprit. Eh bien, en élevant notre conscience, on élève notre compréhension.
Et c'est là qu'il y a peut-être quelque chose qui se déclenche. Alors bien entendu, dans cette vidéo, je ne vais pas répondre à la question « Ai-je trouvé quelque chose ?» Car personne ne répond jamais à cette question. Et la raison est très simple. S'il y a quelque chose à trouver, c'est par nous-mêmes que nous devons le faire. Il n'y a pas une réponse qui peut être donnée à quelqu'un. Les seules réponses que nous pouvons trouver, les seules vérités que nous pouvons trouver, nous ne pouvons les trouver que par nous-mêmes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas avoir des réponses transmises sans que cela nous ait coûté de gros efforts. C'est à nous de faire l'effort, de chercher, un petit peu comme le dit l'alchimie. En alchimie, le principe de base est l'épuration du moi qui va s'exprimer extérieurement par la transmutation du plomb en or. Mais la transmutation du plomb en or n'est pas une œuvre physique. Il s'agit d'une transmutation et non pas d'une transformation. Il ne s'agit pas de la forme, mais de l'être. Il s'agit donc d'une transmutation profonde de l'être qui, une fois effectuée, va trouver son expression à l'extérieur. Et donc, bien entendu, on ne peut pas tendre la main en demandant à quelqu'un d'autre d'effectuer cette transformation personnelle pour nous-mêmes. Nous ne pouvons faire autrement qu'effectuer cette transformation nous-mêmes. Et pour cela, nous avons une vie. Il est peut-être là l'intérêt de cette vie. Évoluer, comprendre et peut-être passer à d'autres stades. Qui sait, peut-être plus intéressant que ce stade où nous nous trouvons, mais qui est peut-être un passage obligé. J'en ai beaucoup dit dans cette vidéo, tout en n'en disant pas beaucoup finalement. Je continuerai sur ce sujet dans des vidéos que je ferai ultérieurement, car cela peut éventuellement donner des pistes à des personnes qui peuvent éventuellement avoir une recherche telle que je l'ai eue au tout début.